Après une carrière de notaire à Ascot Corner, Monique Gagnon-Tremblay devient députée libérale en 1985. Elle occupera la fonction de ministre dans différents ministères, dont celui de la condition féminine et celui des communautés culturelles et de l'immigration. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, Madame Gagnon-Tremblay. Bonjour, M. Grant. Bienvenue à Mémoire des députés. Grand plaisir pour moi. Nous aussi. Oui. Vous êtes né à Plessisville. Oui. Et votre père était modeleur dans une manufacture. Exactement. C'est quoi son travail? Modeleur, en somme, c'est qu'une très grande entreprise à Plessisville, à part, bien sûr, la Citadelle, qui a donné le nom de capitale de l'érable à Plessisville, c'était Forano. Forano, c'était une fonderie. Et par la suite, c'était une compagnie de métallurgie. Alors, modeleur, mon père faisait des modèles à partir de plans qui étaient confectionnés par des ingénieurs ou encore des dessinateurs pour fabriquer des pièces, soit de machinerie, pour soit l'agriculture ou autre. Alors donc, il devait confectionner là, ces pièces à partir d'un modèle en bois pour pouvoir, par la suite, le faire mouler en fonte. Oh, alors, lui faisait une copie conforme, en fait, à l'échelle parfaite pour... Oui, Wow. pour un plan. OK. À partir d'un plan. C'est ce qu'on appelait modeleur à l'époque. Oui. Maintenant, c'est l'ordinateur. Oui, tout est fait maintenant, oui. Fait que c'est technologie moderne. Vous avez obtenu un diplôme de secrétaire en 1958. Expliquez-nous ce choix de carrière pour vous. En somme, ce qui arrive, c'est que j'étais quand même la cadette d'une famille de 6 enfants. Mes parents étaient quand même, avaient des revenus quand même modestes. Mon père, par contre, voulait donner à ses enfants l'éducation qu'ils n'avaient pas reçue. Et à l'époque, on n'avait pas le moyen de se payer de l'université, mais c'était quand même la grande mode pour les filles d'être secrétaire. Alors, j'ai décidé, après avoir fait mes classes à l'école à Plessisville, d'aller chez Querion Business School à Thetford Mines pendant 2 ans pour apprendre la sténographie, la dactylographie, l'anglais, mais entre autres le français aussi. Et donc, ça m'a permis par la suite d'avoir ce diplôme et de travailler comme secrétaire et après comme secrétaire légal pendant presque 12 ans. Oui, puis après ces 12 ans, vous êtes allé à l'université. Oui. Un bac préparatoire, bac en droit notarial. Pourquoi le changement? Bien, en somme, après avoir travaillé pendant plusieurs années comme secrétaire de notaire, secrétaire légal, j'avais quand même beaucoup de responsabilités. Je me suis dit, quant à faire les contrats, aussi bien percevoir les honoraires. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Je pense qu'il y a possibilité de faire autre chose. À l'époque, j'avais peut-être 22, 23 ans. Alors, j'ai décidé je pensais à retourner aux études, faire mon cours de droit pour devenir notaire moi-même. Mais comme il fallait obtenir son bac SR, il n'était pas question de collège, de cégep à l'époque. Alors donc, il fallait que j'obtienne mon bac SR pour pouvoir être admise à l'université. Et on n'a pas d'université à Plessisville, mais il y avait des cours en collaboration avec l'Université Laval qui se donnaient au Collège de Victoriaville. Alors, j'ai pris des cours pour l'obtention de mon bac SR au Collège de Victoriaville. J'y ai travaillé pendant 4 ans. Normalement, c'est un cours ça prend au moins 6 ans. Je l'ai fait dans 4 ans avec 4-5 soirs de cours par semaine, parfois. Et durant les vacances d'été, au lieu de prendre mes vacances, je poursuivais mes études au collège à temps plein pendant 15 jours pour pouvoir obtenir mon bac SR le plus rapidement possible. Ça, c'est tout en travaillant? Tout en travaillant, oui. Je travaillais et j'étudiais en même temps, avec les travaux que ça nécessitait, bien sûr. Et aussi, il faut dire que j'étais un peu débranchée, là, après avoir étudié en 58 et retourné par la suite un peu. Il fallait que je sois en contact nouveau avec les études. Alors, une fois que j'ai terminé mon bac SR,
provenant de l'Université Laval. Alors, j'ai été acceptée à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait ma licence en droit. Et après, j'ai obtenu mon diplôme en notariat, 4e notariat. Et après, curieusement, j'ai enseigné presque 5-6 ans en droit notarial, c'est-à-dire à la 4e notariat, comme professeur chargé de cours, finalement. En même temps que vous avez votre pratique? Ou, Oui, en même temps que j'avais ma pratique. Alors, quand je suis retournée aux études à l'Université de Sherbrooke, j'avais quand même 29 ans. Vous imaginez que, alors que tous mes collègues étaient beaucoup plus jeunes, avaient peut-être 22, 23 ans. Alors, bon, j'essayais de m'adapter. Et je me rappelle que la première journée, j'avais fait comme les jeunes. J'avais mis des bas golf avec une petite jupe plus courte pour paraître un peu plus jeune. Et bon, j'ai fait mon cours et après ça, je suis devenue notaire. Quand vous êtes devenu notaire, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans la profession? Non, il n'y avait pas beaucoup de femmes. J'étais la 2e femme en région. Et l'autre femme, elle n'a presque pas pratiqué. D'ailleurs, je ne l'ai pas connue non plus. Mais j'étais vraiment la première à pratiquer dans la région de Sherbrooke. Vous avez commencé à Ascot Corner. Oui, j'ai ouvert mon bureau à Ascot Corner. Bien, l'idée d'ouvrir à Ascot Corner, premièrement, je me posais beaucoup de questions, à savoir, est-ce que j'allais travailler avec un autre notaire, m'associer avec un autre notaire? Mais ma grande crainte, c'était... est-ce qu'on va me considérer comme notaire ou si on va me considérer comme secrétaire de notaire, étant donné l'expérience que j'avais comme secrétaire de notaire. Alors, j'ai décidé d'ouvrir ma propre étude dans mon petit village d'Ascot Corner, à peu près à 5 minutes en automobile de mon domaine où je demeurais avec mon conjoint. Vous avez parlé à quelque part, j'ai vu ça dans nos recherches, que c'est en travaillant comme notaire que vous avez pris connaissance et conscience du vrai statut des femmes au Québec. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai parce que, naturellement, je faisais beaucoup de matrimonial, je faisais beaucoup de successions, contrats de mariage, testament, bien sûr que tout le côté économique également, contrats de vente. Et souvent, on venait frapper à ma porte pour avoir de l'information parce que ça n'allait pas bien dans le couple. Et généralement, les couples, les gens étaient toujours mariés en séparation de biens. Alors souvent, les femmes se faisaient dire, bien écoute, si tu veux partir, va-t'en, mais tu n'auras rien. Et dans le contrat de mariage, c'était quoi? Une donation de 5 000 10 000 Alors la femme n'osait pas, après avoir élevé tous ses enfants, avoir passé, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans à la maison avec des enfants, elle n'avait absolument rien, donc elle ne quittait pas. Elle restait à la maison. Alors, j'ai vu ces cas à plusieurs reprises dans mon bureau et j'étais quand même très sensibilisée à ce cas-là. Qu'est-ce qui vous a incité à vouloir devenir conseiller municipal, conseillère municipale? Bien, conseillère municipale, ça faisait partie, je pense, un peu de comment pourrais-je dire, de la vie du petit village d'Ascot Corner. Mon mari a été conseiller municipal, avait été conseiller municipal pendant quelques années, mais je le trouvais un peu trop tranchant. Alors, je lui avais conseillé de se retirer, finalement. Et par la suite, les femmes, les groupes de femmes, la FEAS, dont je faisais partie, étaient venus me rencontrer pour m'inviter à participer à la campagne électorale municipale. Ça ne me tentait pas tellement de le faire. Je n'avais pas l'intention de faire une campagne électorale non plus. Alors, j'avais mentionné aux femmes de la FEAS, si vous voulez que je sois élue, occupez-vous-en. Alors, j'avais justement un cours de perfectionnement de la Chambre des notaires cette fin de semaine. Je suis revenue le dimanche midi. La votation était déjà commencée. Et les femmes avaient bien fait leur travail puisque j'ai été élue, première femme, élue au conseil municipal d'Ascot Corner. Puis vous étiez, en 79 aussi, membre fondatrice du mouvement Québec-Canada. Oui. C'est vraiment pas municipal, ça? Non, ça, c'est loin d'être municipal. Bon, il y a plusieurs professionnels que je connaissais. C'est un petit groupe de, je dirais, de 7-8 professionnels, dont 2 femmes, qui travaillaient à Québec-Canada parce que, naturellement, on savait qu'avec l'avenue du Parti québécois en 1976, on aurait un référendum. Alors, naturellement, la population était assez inquiète et nous étions inquiets.
Alors, pour nous, c'est important de commencer à travailler immédiatement pour savoir ou informer la population sur un futur référendum. Alors, à la tête de ce mouvement, c'était Maurice Sauvé, qui était l'époux de Jeanne Sauvé, qui a été gouverneur général. Et il y avait Michel Gratton aussi, député de l'Outaouais. Mais dans la région de l'Estrie, nous étions environ 6 personnes. On se rencontrait régulièrement et on allait également aux grandes réunions avec Maurice Sauvé. Et vous dites que même à ce moment-là, la politique provinciale n'était pas dans vos plans, Non. pas dans votre avenir du tout. Pas du tout, parce que j'avais fait beaucoup d'efforts pour devenir notaire et j'adorais, j'aimais beaucoup, beaucoup ma profession. J'aimais ça. J'étais proche de chez moi, je faisais ce que je voulais et non, je n'avais pas pensé à l'époque de faire de la politique. Mais Claude Ryan est venu vous chercher. Claude Ryan est venu me chercher pour la campagne référendaire. Alors, on m'a demandé d'être la présidente du non en 1980 et j'ai accepté d'être la présidente du non pour mon comté. J'ai fait la campagne référendaire, bien sûr, avec tout ce que ça comporte, les grandes réunions, entre autres à Sherbrooke ou bien à Montréal. Et après le référendum, bien, je suis retournée à ma pratique. Ça a quand même laissé certaines cicatrices dans mon petit village. Parce que la population n'était pas tous d'accord avec moi. Alors, ça a créé quand même, ça a laissé certaines cicatrices, mais quand même, on a passé par-dessus, puis on a continué à travailler. Et M. Ryan a continué à vous solliciter. Il a continué à me solliciter et il voulait être sûr que je me présente à l'élection de 81. Mais en même temps, il m'avait donné de très bons conseils. M. Ryan, c'est un homme intelligent, très lucide. Et lorsque j'avais été le rencontrer, il m'avait dit soyez bien à l'aise, mais en même temps, assurez votre sécurité économique. Est-ce que vous avez les moyens d'aller en politique? Parce que vous savez, la politique peut vous rejeter très rapidement. Et après, est-ce que vous êtes capable d'assurer votre avenir? Alors, comme notaire, bien sûr qu'on peut peut-être abandonner la pratique pendant 3 ans, 4 ans, mais encore là, naturellement, les lois changent, la pratique est différente, on ne peut pas s'absenter trop longtemps. Alors, si vous êtes capable de le faire, à ce moment-là, ça va nous faire plaisir de vous accueillir et j'aimerais ça que vous vous présentiez dans le comté de Saint-François. Alors, sans trop y réfléchir, je dois dire que je n'avais pas beaucoup réfléchi. Et j'ai décidé d'aller de l'avant. Mais là, il fallait que vous fassiez une campagne. Oui, j'ai fait une campagne. Un peu une campagne, bien sûr, parce que quand vous vous présentez pour la première fois, vous êtes très naïve. Alors, j'ai fait une campagne, je n'ai pas été élue. Et je me rappelle très bien que le soir, j'étais au Club de réforme. Je me rappelle avoir dit à tous mes amis, ma vie politique a été de courte durée. Et pour moi, c'était terminé. Je continuais mon travail que j'aimais beaucoup et c'était pas plus grave que ça. Bien sûr que il y a des gens que j'étais un peu déçue, cependant, de la réaction de certaines personnes parce que lorsque je les rencontrais, je voyais très bien que ces personnes n'avaient pas voté pour moi. Tu te sens un peu gêné parce que tu as l'impression que c'est toi qui as perdu, alors qu'en réalité, c'est le parti qui a perdu. Alors, je m'étais dit, non, je n'ai pas à me culpabiliser. Au contraire, les personnes que je rencontrais sachant très bien qu'elles avaient voté contre moi, je les regardais dans les yeux, je leur faisais un beau sourire et je me disais, un jour, tu voteras pour moi si jamais je me représente. Alors, il y avait une petite graine de ça déjà là, oui, dans votre tête. Oui, il y avait quelque chose quand même, que ce soit au municipal ou que ce soit à d'autres niveaux, mais au moins, effectivement. Et en 85, vous êtes élu, finalement. En 85, c'est M. Bourassa qui m'avait demandé de me présenter. Après, M. Bourassa m'avait demandé au départ de faire partie d'une commission sur la condition féminine. Premièrement, ça avait été la famille avec l'ex-lieutenant-gouverneur et Lise Thibault. Et par la suite, j'étais responsable de la condition féminine, d'élaborer une politique pour le parti en vue de l'élection de 85. Alors, avec cette expérience, vous n'étiez pas trop surprise que M. Bourassa nomme ministre de la Condition féminine? Bien, une fois que j'ai été élue,
je ne m'attendais pas à être ministre, bien sûr, au premier mandat. C'est très rare qu'on pense, surtout le comté de Saint-François, parce que le comté de Saint-François, c'est un comté qui n'avait jamais eu de ministre. Bien sûr que le comté principal, c'est Sherbrooke. Alors, on s'attend toujours à avoir un ministre à Sherbrooke, mais non pas à Saint-François. Mais c'est quand même tout un défi. La première élection, nouvelle députée, son expérience, son background de la lutte parlementaire, c'était tout un défi pour vous. Hein? C'est un défi. C'est sûr que quand vous pouvez passer quelques années comme député, faire vos classes, ça aide beaucoup. Mais quand vous arrivez comme ministre de la Condition féminine, sans aucune expérience... J'invite Mme Monique Gagnon-Tremblay, députée de Saint-François, qui sera ministre déléguée à la Condition féminine. Je dois vous dire que l'arrivée a été quand même aussi assez difficile parce qu'une fois la sermentation terminée, on nous indique que vous avez une pièce où tous vos sous-ministres vous attendent, de même que votre garde du corps. Alors, c'est là qu'on fait connaissance. Vos sous-ministres vous attendent. Et quand je suis arrivée, moi, il n'y en avait pas de sous-ministre au secrétariat de la Condition féminine. La sous-ministre avait quitté. Alors, j'étais complètement seule. J'avais seulement que le garde du corps qui pouvait m'amener au secrétariat. Alors, je suis arrivée au secrétariat comme un chien dans un jeu de quilles, là, aller rencontrer les fonctionnaires qui étaient là, mais sans sous-ministre. Et je me rappelle très, très bien qu'on m'a indiqué où était mon bureau. Alors, je me suis rendue au bureau et soudainement, le téléphone a sonné. Et malheureusement, j'ai eu l'instinct de répondre. Alors, je réponds au téléphone et c'est René Rovan, qui est journaliste, qui est au bout du fil et qui me demande qu'est-ce que je vais faire pour la politique des services de garde. Alors, je lui réponds, Madame, je regrette, je n'étais même pas au courant que j'étais responsable des services de garde en même temps aussi. Alors, donc, c'était quand même difficile parce qu'il fallait que je me trouve un chef de cabinet, il fallait que je monte une équipe, il fallait être bien entouré. Alors, c'était quand même des moments assez difficiles. Je suis allée à la bonne école très rapidement. Et quelle priorité avez-vous établie une fois que cette école soit terminée? Bien, finalement, M. Bourassa m'avait donné un mandat. Premièrement, c'était de travailler pour permettre aux femmes de souscrire à la Régie des rentes du Québec. Donc, sur un salaire, comment on allait baser, sur quoi on allait se baser pour faire souscrire les femmes à la rente du Québec. Deuxièmement, c'était d'assurer la sécurité économique. C'était aussi les services de garde. Et puis, troisièmement, c'était comment je pouvais remplacer le grand forum dont s'est engagé le Parti québécois à faire 1 an après Décision 85. Alors, au niveau des femmes, ça a été quand même... j'ai formé un comité et avec les finances, on a beaucoup travaillé sur la rente du Québec aux femmes au foyer parce que c'est un engagement de M. Bourassa. Et sur quoi allions-nous nous baser? Sur quel salaire? 25 $ par semaine, c'était ridicule, c'était rire des femmes. Ça valait beaucoup plus que ça, disons, pour élever des enfants, pas être à la maison. 100 $, sur quoi, finalement? Alors, après avoir travaillé avec les finances, on s'est rendu compte que c'était très difficile de donner aux femmes la rente au Québec parce que ça demandait énormément de gestion. Alors, toutes les sommes d'argent étaient engouffrées dans la gestion et les femmes recevaient des miettes, finalement, à toute fin, peut-être un 20-25 $ par mois. C'était ridicule. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai travaillé sur un autre projet qui était le patrimoine familial. Et la loi sur le partage du patrimoine familial, la loi 146, est-ce que c'était facile pour vous de le faire adopter à la Chambre? Difficile. Oh oui? Ah oui, ça a été très, très, très difficile. Écoutez, c'est une bataille de tous les jours. C'était quand même un projet important pour les femmes. Par contre, j'avais beaucoup de collègues qui étaient en désaccord. L'opposition n'était pas nécessairement d'accord. Par contre, le barreau, je travaillais beaucoup, beaucoup avec le barreau,
le barreau était d'accord pour travailler sur un projet. D'ailleurs, il m'avait soumis un certain projet, alors que la Chambre des notaires, qui était de ma propre profession, était contre. Alors, je luttais contre la Chambre des notaires. Alors, ça a été quand même très, très difficile. Bon, j'ai travaillé beaucoup sur ce projet. J'ai été quand même appuyée par M. Bourassa, j'ai été appuyée par des collègues. Et jusqu'au moment où, à la toute dernière, je pense qu'on pensait que je n'irais pas jusqu'à la fin. Mais c'était bien mal me connaître. Parce que, pour moi, j'étais convaincue que c'était important. Et puis, une fois qu'on m'avait laissé travailler sur ce projet pendant X temps, je me suis dit, bien, vous allez m'appuyer jusqu'à la fin. Alors, je me rappelle très bien que pour faire adopter ce projet, on a dû, Louise Arel et moi, parce que j'ai eu beaucoup l'aide de Louise Arel, parce que l'opposition n'était pas nécessairement d'accord. Ce projet de loi a été adopté la dernière journée de la session parlementaire, le soir, très tard. Je pense que nous étions 2 à l'Assemblée nationale, et Louise Arel et moi. Alors, nous avons fait adopter ce projet, mais on avait tellement peur qu'il ne soit pas sanctionné par le lieutenant-gouverneur, qui était M. Lamontagne, que mon attaché politique, qui avait travaillé beaucoup sur le patrimoine, qui était France Boucher, elle avait été à 3 heures du matin chez le lieutenant-gouverneur pour s'assurer que le projet de loi allait être sanctionné. Et vous, vous êtes soustrait de votre propre loi. Oui, quelle était la raison? Oui, en somme, bon, je dirais que c'est peut-être une erreur politique. Je ne raconterai pas les raisons pour lesquelles je me suis soustrait. Mon mari et moi, on était d'accord. Il faut dire que dans le projet de loi, on pouvait s'y soustraire. Mais bon, pour toutes sortes de raisons, on avait décidé de se soustraire. Et naturellement, comme c'est des registres publics, ils ont vu que je m'étais dissociée. Alors donc, la tempête a repris. Alors, on a recommencé encore, les mêmes journalistes, ou à peu près, on a recommencé encore les discussions dans les journaux. Je pense que maintenant, je peux dire que c'était une... J'aurais pu m'abstenir. Les raisons n'étaient pas suffisamment valables. J'aurais pu m'abstenir. C'est un peu une bêtise politique. Vous avez servi comme ministre des Affaires internationales. J'ai besoin d'une liste, il y en a tellement. Ministre des Finances, ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, vice-premier ministre, président du Conseil du Trésor, chef de l'opposition officielle. Et vous dites que la condition féminine fut la plus contraignante, difficile psychologiquement de toutes ces affaires-là. Pourquoi? Bien, il faut dire qu'à l'époque, bon, peut-être si je me reporte dans ces années, les groupes étaient très revendicateurs. Ils le revendiquaient à peu près sur tout. Et très dur, très, très dur envers leur ministre de la Condition féminine. J'ouvrais des portes, elle les fermait. Ça me prenait un vocabulaire aussi exceptionnel, parce qu'on interprétait toujours mes paroles de façon différente. Aujourd'hui, je comprends cependant qu'il y avait beaucoup à faire au niveau de l'égalité, il y avait beaucoup à faire. Mais en même temps, je pense avoir à faire beaucoup, parce que la condition féminine, d'autant plus la difficulté, c'est horizontal. Il n'y a rien qui m'appartient à la condition féminine. Le secrétariat relevait du premier ministre, du bureau du premier ministre, à part les services de garde. Alors, si je veux travailler, par exemple, sur la violence faite aux femmes, il fallait que je travaille avec Herbert Marks, qui était ministre de la Justice. Si je voulais travailler sur les femmes collaboratrices, il fallait que je travaille avec Michel Pagé, qui était à l'agriculture, parce que pour moi, c'est important que les femmes obtiennent, j'avais obtenu un 15 000 $ à la femme qui pouvait, par exemple, c'est-à-dire dont le mari était agriculteur, et à la condition qu'il lui cède la moitié divise de la ferme. Alors, c'est une somme qui était donnée, 15 000 $ comme ça, et le mari transférait la moitié divise de la ferme au nom de sa femme. Alors, toutes ces politiques, que ce soit la violence, que ce soit l'agriculture, toutes ces politiques relevaient de mes collègues, comme par exemple les pensions, la perception des pensions alimentaires. C'est moi qui travaillais sur ces politiques, mais il fallait que je travaille en collaboration, que je convainc mes collègues
aussi d'aller de l'avant dans ces... C'est pour ça que j'avais déposé un plan d'action avec des orientations triennales et j'avais entre autres élaboré un prix, le prix Irma Levasseur, pour convaincre les jeunes filles de poursuivre leurs études en sciences. Parce qu'il y avait très peu de jeunes filles qui allaient à la faculté des sciences. Elles étaient plus nombreuses ailleurs. Aujourd'hui, par contre, elles sont parfois plus nombreuses que les garçons. Alors, je comprends maintenant quand même là, les besoins des femmes et je comprends pourquoi c'était dures. Elles revendiquaient beaucoup, mais en même temps, j'arrivais... Moi, je trouvais ça très, très, très difficile. C'est un ministère que j'ai trouvé très difficile. D'ailleurs, je suis en train d'écrire actuellement et je regardais toutes les coupures de presse. J'avais conservé presque un plein tiroir de coupures de presse et j'ai découvert qu'il y avait peut-être 1,5 pied à 2 pieds uniquement sur la condition féminine. À tous les jours, j'étais presque dans les journaux et on me questionnait ou on était en désaccord avec ce que je faisais. Alors, j'ai trouvé ça très difficile. Merci, Madame Gagnon-Tremblay.